J'ai chassé tous les gibiers. Chassé, traqué, pisté. C'est ma passion. Une drogue presque. Ma patronne cherche quelqu'un comme toi. Le film, il vient d'une envie de remake, d'un remake des Chasses du comte Zaroff, en fait. C'était une idée que j'avais eue il y avait 10 ans, ou une envie que j'avais il y a une dizaine d'années. Et puis, en me lançant dans le projet, j'écrivais un roman noir, quoi. Je me suis vraiment dit, je vais écrire un roman noir, puisque les Chasses du comte Zaroff, c'était déjà l'adaptation d'une nouvelle qui s'appelait The Most Dangerous Game, le jeu le plus dangereux. Et c'est un très court roman, c'est une nouvelle, en fait. Et donc, en écrivant le livre, je m'étais dit, je vais écrire une chasse à l'homme. C'est comme ça que c'est annoncé. Il y a une promesse de chasse à l'homme. Si je vous proposais de mourir pour vos enfants, là, tout de suite, est-ce que vous accepteriez? Oui, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut une raison aux choses et je vois pas ce qu'on y gagnerait, ni vous ni moi. Moi, je sais. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ce roman noir, ce qui m'intéressait le plus que la chasse à l'homme, plus que le thriller, plus que là, c'était les personnages. Parce que pour faire exister et pour rendre crédible cette histoire de chasse à l'homme, parce que c'est un contrat, hein, à la différence des chasses du comte Zaroff, c'est que le gibier est consentant. Il accepte, il vend sa vie. Il dit voilà, le contrat qui est passé entre... C'est un deal très clair avec un contrat. Je vous propose d'être mon gibier pendant 1 mois. Si à la fin de ce mois, vous êtes encore vivant, l'argent sera pour vous. Si je vous ai tué avant, on le donnera à votre famille. Est-ce que ça vous tente? Et donc, à travers ce contrat, les trois personnages principaux vont se révéler. C'est-à-dire qu'il y a cette dame qui a passé le contrat avec ce gibier, et puis il y a le lien entre les deux qui est fait par un personnage qui s'appelle Max, qui est joué par Ramsey, qui est un ancien compagnon d'armes, frère d'armes de celui qui est joué par Nils Schneider, qui s'appelle Skender. Et donc, il va vendre en fait son frère d'armes à sa patronne. Combien? Vous diriez quoi? 3 millions. Ah, quand même. Vous avez une haute estime de vous. Non. Et vous ne me demandez pas ce que j'attends de vous? À ce prix-là, vous ferez ce que vous voudrez. C'est ce qui l'intéresse, ce qui intéresse Lucas. Et moi, ce qui m'a intéressé, je pense que ça ne m'aurait pas intéressé de faire un pur film d'action, une pure série B. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prémisse qui est assez de thriller, mais finalement, il échappe très vite à ça pour sonder finalement la condition humaine. La condition humaine. Et on sort du film avec 10 000 questions finalement sur qu'est-ce que vaut finalement un homme, sur les questions de pouvoir, sur les questions d'argent, de transmission, de paternité, de trauma, de comment retrouver un espoir quand on est désillusionné. Sur voilà, toutes ces questions-là qui sont beaucoup plus profondes, complexes et je trouve intéressantes que finalement, va-t-il mourir ou pas à la fin. Ça se passera en Roumanie. Dans les Carpates, on mettra des chiens sur ta piste. Tu n'as pas le droit de t'armer. D'après Max, vous n'étiez pas un soldat comme les autres. T'es toujours parti sans prévenir. On restait des semaines sans nouvelles, sans savoir si t'allais revenir. C'était ça notre vie avec toi. Les garçons, c'est ce que j'ai de plus important. Je pourrais mourir pour eux. J'avais vraiment envie d'écrire autre chose que des scénarios, en fait. Pour sortir un peu de cette écriture de scénario qui est très technique, très contrainte et contraignante. Et donc, parce que quand on écrit un scénario, en fait, déjà, c'est pas fait pour être lu par un lecteur. Et donc, c'est une espèce d'outil, c'est un truc un peu bancal qui sert à trouver de l'argent, des acteurs, une production, etc. Mais c'est pas un objet littéraire. Et puis, on pense déjà au tournage quand on écrit un scénario. Et plus on a de l'expérience du tournage, plus on sait ce que les choses coûtent, comment c'est dur, pénible. Donc, dès l'écriture du scénario, on se limite un petit peu en se disant « je vais pas écrire ça parce que ça va être compliqué ». Et j'avais envie de retrouver une écriture où j'écrivais ce que je voulais. Si je voulais écrire la bataille de Waterloo, ça coûtait pas plus cher que d'écrire un couple qui se rencontre dans la rue. Et donc, j'ai écrit en me disant, ça ne sera pas un film. Et donc, je fais ce que je veux. Tu es un homme qui élève ses enfants
Ou un père qui disparaît en laissant plein de questions derrière lui. Et 3 millions. Quand on publie un livre, il y a toujours un moment où avec l'éditeur, on revoit, on fait des corrections, des machins. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ce livre-là, on va me proposer de me racheter les droits ou de l'adapter. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le vends ou est-ce que je le fais moi? Je connaissais son cinéma, j'étais admirative de son cinéma et c'est vrai que dès que j'ai su qu'il voulait me rencontrer, je me suis jetée sur le livre que j'ai dévoré. Peut-être que c'était une erreur parce que du coup j'étais assez stressée de le rencontrer parce que je voulais tellement en être que du coup c'était trop. Je voudrais te payer une pension alimentaire. J'ai même pris une assurance vie s'il m'arrive un problème. C'est encore un métier dangereux. Lucas me l'a offert quand je l'ai rencontré la première fois. Autour d'un café, il m'a offert le livre. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je tourne un film, une adaptation, une auto-adaptation. Ouais. Et c'était un matériau vraiment hyper précieux pendant tout le film parce qu'un scénario, on doit normalement recréer toute l'intériorité du personnage. Et là, on avait accès direct à la source, directement aux pensées les plus intimes des personnages. Donc c'est vrai qu'on y retournait beaucoup pendant le tournage et c'était un matériau très très précieux pour la préparation. Maman, regarde ce qu'il nous a acheté, papa. C'est bien? Va ranger ça dans ta chambre. Jardy, tu nous laisses 5 minutes, s'il te plaît. Ouais. Ça va pas, non? Y'en a pour combien, là? C'est pas un problème, je gagne bien. Si, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Tu sais combien de temps je dois bosser pour leur offrir ça? Je passe mon temps à essayer de leur apprendre la valeur des choses et toi, tu te déboules et tu fous tout en l'air. J'ai pas pensé, je suis désolé. Quand j'ai commencé à adapter mon livre, c'était pareil, je l'ai envisagé comme un autre objet dont je sais qu'il faudra que je fasse le deuil de certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui se glissent dans l'écriture d'un roman, qui sont de l'ordre de l'intime, et on ne le sait pas. Et ce qui peut nourrir un roman peut encombrer dans un scénario, parce que c'est plus dense, c'est plus rapide, et donc on ne voit pas forcément l'accessoire. Et parce que c'est intime, parce qu'on y tient. Et puis on se dit, mais ça sert à rien, pourquoi j'ai mis ça, pourquoi j'ai gardé. Mais il faut plus de temps pour s'en rendre compte. Tu crois que c'est une excuse? J'ai jamais pu leur offrir de belles choses. Ils étaient contents. Tu m'étonnes. Si tu veux continuer à les voir, il va falloir suivre les règles. Parce que je te laisserai pas me pourrir. C'était pour leur faire plaisir. Non, c'est pour te faire plaisir à toi. Va-t'en maintenant. On en reparlera la prochaine fois. Ça m'a beaucoup fait réfléchir à la différence de nature entre un livre et un film, et entre le rapport surtout qu'il y a entre un lecteur et le livre, ou l'auteur du livre. Et c'est parce que on fait un peu pour les livres comme on fait pour les films, c'est qu'on va au-devant des lecteurs. Et on se rend compte que les lecteurs, un livre, on s'accapare. On a son rythme de lecture. Si on veut le poser 2 heures, on le pose. Si on veut lire un peu chaque jour, on fait ça. Si on se projette, on s'invente des personnages, on bouche les trous. Un film, tout est donné. Le rythme, les personnages, l'incarnation. Et chaque support ou chaque objet a ses avantages et ses inconvénients. Et enfin, ou son plaisir particulier. Et donc voilà, donc en faisant le film, je pensais aussi aux lecteurs en me disant comment ils vont réagir. Papa, c'est moi qui l'ai fait. C'est pour toi. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Merci. C'est l'histoire de 3 reconstructions, parce que les tourmentés, ils sont 3, en fait, ils sont 3 et demi, parce que il y a le personnage que joue Déborah François qui est pas mal tourmenté aussi, un peu différemment. Mais les 3 sont des personnages qui n'ont pas eu d'enfance, qui n'ont pas eu de vie. C'est presque, enfin c'est pas presque, c'est un film d'apprentissage à l'envers. Dans les films d'apprentissage, on a des enfants ou des adolescents qui sortent de l'enfance, qui sortent d'un monde qui est presque virtuel, ils sont tellement protégés, etc. Mais là, on a 3 personnages qui, dès l'enfance, ont connu ce que la vie a de pire, de plus noir, etc. Et donc, quand ils arrivent à l'âge adulte, la vie, c'est épouvantable. Tout ce qu'ils ont vécu est horrible. Et donc, ils vont à travers, ils sont comme morts, ils sont déjà morts, et la vie n'a plus d'importance ni pour l'un ni pour l'autre. Ils sont au-delà, cette espèce de spectre. Ils ont une vie fantomatique. Voilà, une vie fantomatique, c'est exactement ça. Que le meilleur gagne. Max sera notre arbitre. Il va vous expliquer tout ça en détail. Ça se passera en Roumanie, dans les Carpates. Mon mari louait une forêt là-bas.
pour chasser l'ours. Je l'ai gardé. Vous verrez, c'est très joli et assez grand pour ne pas être dérangé. Lindan, je l'avais vu dans le film d'Audiard, de Battre mon cœur s'est arrêté, dans Indochine. On s'était croisés sur un tournage de Régis Varnier. Donc une fois que le film a été lancé, assez vite j'ai pensé à elle, presque tout de suite. Ça me paraissait évident que le rôle était pour elle. C'est un rôle assez atypique de femme, un rôle qu'on m'a jamais proposé. Elle n'a pas l'air, on pourrait penser que c'est un monstre, mais j'aimais ce revirement un peu de personnage où à la fin, Nils en parle souvent de pulsion de vie quoi, pour elle. Nils, c'était un peu compliqué parce que je le connaissais moins comme acteur. Je l'avais vu dans les films de Xavier Dolan, quand il était plus jeune, des choses comme ça, mais je ne l'avais pas vu dans cette maturité. Ouais, voilà. J'avais vu Diamant Noir, mais il n'y avait pas cette espèce de maturité, de quelque chose de fort encore. Et donc je l'ai vu dans Sympathie pour le démon, et où je me suis dit, bon ben là, oui, il peut le faire, effectivement. C'est le bon moment. C'est un personnage, quand le film commence, qui attend plus rien de la vie. Il a une quarantaine d'années, il a vécu peut-être ce qu'il y a de pire du monde, il connaît que ce qu'il y a de plus que la violence, que la guerre, et c'est un personnage qui est hanté, qui attend absolument plus rien de son existence. Et par ce pacte diabolique faustien, il va finalement retrouver une dignité, il va découvrir finalement pour la première fois comme une renaissance peut-être la beauté du monde et se reconstruire une humanité. Ça demandait vraiment une sobriété de jeu, une épure dans le jeu parce que c'est un personnage qui est enfermé en lui-même quelque part et qui masque, qui est pas bête du tout mais qui n'a pas eu accès à une éducation, c'est pas un homme de culture, de lettres. Donc il a pas les mots pour s'exprimer. Et oui, il y a quelque chose comme c'est une violence qui était que je devais rendre sensible sans être jamais démonstrative. Ça fait 10 km par 15. C'est montagneux, il y a une rivière, des torrents. Je te donnerai les cartes de la zone avec les coordonnées de 3 grottes. Elles sont séparées de plusieurs kilomètres. Je les approvisionnerai une fois par semaine. Dans chacune, tu trouveras de quoi tenir 2 jours. T'as pas le droit de chasser, t'as pas le droit de pêcher. Et ça, c'est important. Parce que c'est à partir de là qu'on mettra les chiens sur ta piste. T'auras une balise au pied qui se déclenchera si t'essayes de sortir du périmètre. Dans le plaisir d'incarnation, si tout est dit, si tout est démonstratif, c'est que de la rhétorique, quelque part. Le jeu, c'est par les silences sont toujours habités, finalement. Et c'est pas parce qu'on ne bouge pas que... faut pas penser que l'immobilité, finalement, ou que le silence est vide. Au contraire, les choses sont constamment en mouvement, les pensées sont en mouvement, et il y a une vibration constante, même dans l'immobilité. Et je trouve que oui, ça amène une densité finalement à ces personnages-là. Il y a quelque chose d'assez... Dans le cinéma asiatique, par exemple, le cinéma japonais, il y a des personnages qui sont comme ça, de stoïcisme, d'immobilité, de silence, mais très très habités. C'est le regard de toute façon qui existe dans tous les films de Lucas Belvaux. C'est un regard très humaniste, très humain, et qui interroge vraiment sur la condition humaine, avec tout ce qu'elle comporte de contradictions, de paradoxes, et de noirceur et de lumière. Mais tout ça avec énormément... il tombe dans aucun écueil de la facilité, les choses sont jamais noires ou blanches, justement. Elles sont toujours la zone de gris, parfois contradictoires, avec une ambiguïté morale aussi. Et c'est pour ça que c'est terriblement humain. Pour vos enfants, votre disparition sera moins lourde à porter que votre sacrifice. C'est comme une nouvelle vie qui commence. Je te jure qu'à partir de maintenant, tout ce que je ferai sera pour vous. Un casting, ça doit jamais être évident quand on le fait, et ça doit l'être quand c'est fini. Il faut que les personnages, enfin que les comédiens s'imposent et qu'on n'imagine aucun autre comédien dans ce qu'ils ont fait. S'ils ont réussi leur coup, on ne peut pas se dire « Ah mais machin aurait été bien aussi », etc. Non,
il s'impose. En fait, il y a autant de cheminements ou de réflexions différentes qu'il y a de personnages. Ramzy s'est imposé parce que je l'avais rencontré quelques années avant dans un escalier. Et ça avait été une telle révélation de voir ce type tellement différent de ce que j'avais vu à la télé et même au cinéma ou dans des interviews, dans des sketchs avec Eric, tout ça. Je me suis dit, mais il dégage un truc tellement fort, tellement intéressant, quoi. Je me dis, il faut que je tourne avec lui un jour dans quelque chose de différent et qui va raconter ça, cette facette-là de lui ou de son talent. Tu n'as pas le droit de t'armer. Pas de pierre, pas de pieu, pas de gourdin. Rien. Mais vous pourrez vous défendre. Charger, par exemple. Comme les buffles ou les éléphants. Et frapper. Avec les poings, la tête, les pieds. Jusqu'à ce que mort s'en suive, si vous voulez. À travers ce contrat et cette échéance de mort imminente, finalement, puisque ça va se jouer dans les 6 mois qui suivent, leur regard sur la vie va changer complètement et l'importance qu'ils vont accorder à la vie va changer, quoi. Et plus la chasse approche, et plus il y a cette tension-là et cette question-là qui se pose, c'est est-ce que je meurs, ou est-ce que je tue, ou est-ce que je vis? Demain, je leur dirai qu'on a une urgence dans une mine au Pérou. Et on s'en ira. Après, on peut tout arrêter aussi. Parfois, c'est plus courageux de choisir de vivre. Jusqu'ici, t'as jamais rien choisi. Ramzy, il est dans une double loyauté, lui. Enfin, il est dans un conflit de loyauté terrible entre la loyauté à cette femme qui a changé sa vie. Elle l'a en quelque sorte sauvé, oui, par l'art, par la beauté, par la musique, en lui faisant apprécier les douceurs de la beauté de la vie, puisqu'en fait, il vient de la violence, de la chair et du sang. Et c'est une relation que je trouve très belle parce qui est tout en retenue et en silence et en regard. Et c'était très très appréciable à jouer et à recevoir ça de Ramzy. C'est pas ce qui était prévu, madame. Je sais, mais c'est dit. Et ce qui est dit, n'est-ce pas? Et la loyauté à son frère d'armes, qu'il doit à son frère d'armes. Donc au début, il le trahit lui, après il regrette, il ne sait plus très bien. Donc lui formalise un peu, verbalise un peu. T'as toujours eu un officier qui décidait pour toi et t'obéissait. Aujourd'hui, tu peux choisir de vivre. Ça dépend que de toi. Parce que finalement, elle est là la question. Vivre ou mourir, rien d'autre. Le contraire du flashback, c'est quand on voit des images de ce qui va advenir après. Mais là, c'est vraiment des images mentales. C'est eux qui imaginent ce qui va se passer. Et de façon différente. Donc on voit Skender meurt plusieurs fois dans le film, à travers ces images mentales, qui sont ces images mentales à lui, celles qui se figurent sa mort, ou telles que va l'imaginer le personnage de Ramzy, ou telles que va l'imaginer Madame. Chacun se fait une idée de ce qui va arriver. Ouais. Et donc les flashs, c'était pour raconter ça. Et puis c'était aussi... je ne le dirai pas, sinon je vais en raconter trop. C'est ce qui m'a intéressé aussi dans le film, dans ce thriller existentiel et métaphysique. C'est la première fois où Joël Lucas qui sort finalement, il prend une sorte de virage. Je ne sais pas s'il va poursuivre dans cette direction ou pas, mais c'est son film le plus mental et ça participe absolument à l'originalité et même à l'enfermement de ces personnages. C'est couillu. Ouais. C'est radical, ouais. Ça a été quand même une plongée en immersion parce qu'on a commencé par la montagne. On a eu des conditions assez difficiles au niveau météo, le froid, on était loin de tout. La boue. C'est vrai que du coup ça nous a soudés déjà et plongés dans l'atmosphère du film tout de suite, quoi. Et moi j'aime bien ces moments-là. Ouais. La montagne dans le film, c'est presque un univers mental. Ils y vont en vrai, enfin ils y sont quoi, à un moment, mais pour le spectateur et pour moi, il faut que ça soit quelque chose de presque fantasmatique, il faut que ça soit une montagne. C'est censé être dans les Carpates, c'est le pays de Nosferatu, de Dracula. Et donc, il fallait une montagne boisée, noire, sombre, pluvieuse, angoissante. Et elle représente à la fois la beauté absolue de la nature,
mais aussi le danger absolu que la nature peut représenter. Et donc c'est un univers mental presque plus qu'un décor. C'est des personnes qui doivent aller au bout d'eux-mêmes, vraiment, comme je disais tout à l'heure, ils doivent toucher presque le fond pour ressortir, et cette espèce de cette survie-là et cette chasse-là, elle n'est pas que décorative. Je pense que c'est une métaphore, ou en tout cas image, mais c'est la partie justement plus physique de la chose, alors que peut-être moins psychologique, mais ça se répond finalement. Oui, qui est nécessaire. Ça se répond, et cette image-là de survie, de survival dans la forêt, finalement, c'est qu'une transposition physique de leur parcours psychologique. Ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir apprendre des choses. Donc j'ai appris à tirer au fusil, j'ai appris à tirer à l'arc à poulie. Donc tout ça, ça me permettait de rentrer de façon technique dans ce personnage. Dès qu'on met des acteurs, dès qu'on va tourner dans la nature, il y a de l'inattendu, mais c'est un inattendu qui va nourrir ce qui était envisagé, ce dont j'avais envie, etc. Donc le film va être toujours plus riche que le scénario. Différent du roman, c'est différent, c'est pas... Oui, oui. Et donc voilà, mais c'est à la fois plus riche et très proche de ce que j'avais imaginé. Le temps répare les choses. Ça commence quand? C'était un tournage très joyeux, paradoxalement. Ouais. Très joyeux. Mais moi, j'ai vraiment l'image de Lucas qui chantonne des chansons des années 50. Le jukebox, Le jukebox. on l'appelle. Ouais. Ouais. Mm.